Il y a 132 ans, un événement d'une sauvagerie rare secouait la petite ville de Fall River dans le Massachusetts aux États-Unis. Un double meurtre à la hache en plein jour, dans une maison respectable, qui allait donner naissance à l'une des énigmes criminelles les plus fascinantes et les plus controversées de l'histoire. Installez-vous confortablement, on y va. Avant qu'on commence, avertissement rapide. Cette histoire contient 2 trigger warnings, notamment meurtre et violence. Ce jour-là, tout va basculer. Nous sommes le jeudi 4 août 1892, à Fall River. Il est environ 11h10 du matin. Dans la maison de la famille Borden, au 92 Second Street, la domestique irlandaise, Bridget Sullivan, est en train de finir de laver les fenêtres du rez-de-chaussée. Elle se sent mal depuis quelques jours, mais elle s'acquitte de sa tâche. Soudain, une voix l'interpelle depuis le haut de l'escalier de service. C'est Lizzie Borden, la fille cadette de la famille âgée de 32 ans. « Maggie, viens vite !» Bridget, que la famille surnomme Maggie, monte précipitamment. Lizzie est en haut des marches, le visage agité. Elle lui lance « Papa est mort ! Quelqu'un est entré et l'a tué !» Poussée par la panique glaciale, Bridget se précipite vers le salon. La scène qui l'y attend est d'une vision d'apocalypse. Andrew Borden, son patron, gît sur le canapé du salon, le visage réduit en bouillie sanglante. Il est tout simplement méconnaissable. Le sang a giclé sur le mur et imbibe le tapis. Bridget Sullivan pousse un cri qui déchire le silence de la maison. Un cri qui marque le début du mystère de Lizzie Borden. Bridget, sous le choc, est incapable de rester seule dans la maison. Lizzie lui ordonne de courir chercher le docteur Seabury Bowen, le médecin de famille et voisin. Bridget s'exécute, sortant en trombe de la maison de l'horreur. Elle martèle à la porte du médecin. C'est sa femme qui ouvre. Bridget, à bout de souffle, articule péniblement. « Il faut que le docteur vienne tout de suite, chez les Borden !» La femme du docteur, voyant son état de panique, la presse de questions. « Qu'y a-t-il ? Quelque chose de terrible est arrivé !» Bridget ne veut pas entrer dans les détails. Elle se contente de répéter que le docteur doit venir immédiatement. Pendant ce temps, Lizzie envoie une autre personne, une voisine nommée Adelaide Churchill. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le quartier. Quand le docteur Bowen arrive enfin, quelques minutes plus tard, il ne peut que constater l'étendue du carnage. Il s'approche du canapé. Le corps d'Andrew Borden est encore chaud. Le médecin examine les blessures. Le visage est lacéré par au moins 11 coups portés par une violence inouïe, probablement avec une hache ou un couperet. Un œil est fendu en 2. Le nez est sectionné. C'est un véritable massacre. Dr Bowen se tourne vers Lizzie, qui est restée dans la salle à manger. « Lizzie, où est ta mère ?» demande-t-il. « Je ne sais pas », répond-elle d'une voix étrangement détachée. « Elle a reçu un mot ce matin. Elle est partie rendre visite à une amie malade, je crois. » C'est alors qu'Adelaide Churchill, la voisine, suggère à Bridget de monter vérifier à l'étage. Bridget refuse, terrifiée. Adelaide, prenant son courage à 2 mains, monte avec une autre voisine. Elle inspecte les chambres. En entrant dans la chambre d'Amy, elle découvre le second corps. Abby Borden, la belle-mère de Lizzie, gît face contre terre près du lit. Son crâne a été fracassé à 19 coups de hache. Le sang a séché, formant une flaque sombre sur le tapis. Elle est morte depuis bien plus longtemps que son mari. La police est alertée. L'inspecteur principal, le marshal Rufus B. Hilliard, arrive sur les lieux. 2 corps, une arme manquante et une seule personne présente au moment des faits qui soit encore en vie et consciente. Lizzie Borden. Mais pour comprendre la tension palpable qui règne dans cette maison bien avant les coups de hache, il faut revenir quelques jours en arrière. La famille Borden n'est pas une famille heureuse. Andrew Borden est l'un des hommes les plus riches de Fall River, directeur de plusieurs banques et propriétaire de nombreux biens immobiliers. Pourtant, il est connu pour son avarice pathologique. La maison du 97 Second Street, bien que située dans un quartier aisé, n'a ni électricité ni plomberie intérieure. Des conforts pourtant courants à l'époque pour des gens de leur statut. Les repas sont frugaux, souvent composés de restes de la veille. Cette frugalité extrême crée une atmosphère étouffante pour ces 2 filles, Emma l'aînée et Lizzie. Toutes 2 sont de vieilles filles, ce qui est inhabituel pour l'époque, et vivent encore sous le toit paternel à plus de 30 et 40 ans. La relation est particulièrement tendue avec leur belle-mère, Abby Durfee Gray Borden. Andrew l'a épousée 3 ans après la mort de leur mère biologique. Les filles ne l'ont jamais vraiment acceptée. Elles l'appellent Mrs. Borden, jamais mère. Les tensions financières sont au cœur du conflit. Il y a quelques années, Andrew a offert une maison à la sœur d'Abby,
En guise de compensation, il a offert à ses propres filles la maison de leur grand-père, qu'elles ont ensuite revendue à leur père pour 5000 $. Mais le ressentiment demeure. Lizzie et Emma craignent qu'Abby et sa famille ne finissent par hériter d'une part substantielle de la fortune de leur père. Un autre personnage clé vient ajouter à la tension ambiante. John Widdicombe, l'oncle des filles, le frère de leur mère décédée. Il est arrivé la veille des meurtres, le 3 août, pour une visite impromptue. Il a passé la nuit dans la chambre d'Amy, la même chambre où le corps d'Abby serait retrouvé. Le matin du crime, il a pris le petit déjeuner avec Andrew et Abby, avant de partir pour, dit-il, rendre visite à d'autres parents. La semaine précédant les meurtres est également marquée par un événement étrange. Toute la maison, à l'exception de Lizzie, tombe violemment malade, avec des vomissements et des maux d'estomac. Abby craint un empoisonnement. Le 3 août, la veille des meurtres, Lizzie se rend dans une pharmacie locale. Ellie Benz, le pharmacien, témoignera plus tard qu'elle a tenté d'acheter de l'acide prussique, un poison violent, sous prétexte de vouloir nettoyer une cape en peau de phoque. Le pharmacien, méfiant, refuse de lui en vendre sans ordonnance. Cette tentative d'achat, combinée à la maladie soudaine de la famille, jette une ombre sinistre sur Lizzie. Le matin du 4 août, l'ambiance est lourde. Emma, la sœur aînée, a eu la chance de quitter la ville quelques jours plus tôt pour rendre visite à des amis à Fairhaven. Seuls restent à la maison Andrew, Abby, Lizzie, l'oncle John Morse, qui partira tôt, et la domestique Bridget Sullivan. La chronologie des meurtres reconstitués par les enquêteurs est glaçante de précision. Le premier meurtre a lieu entre 9h et 10h30. Après le petit déjeuner, Andrew Borden et son beau-père, John Morse, partent de la maison pour leurs affaires respectives. Abby Borden monte à l'étage pour faire le lit de la chambre d'Amy, celle où John Morse a dormi. C'est à ce moment précis que le tueur la surprend. Elle est agenouillée, tournant le dos à la porte. Le premier coup de hache la frappe à l'arrière du crâne. Elle s'effondre face contre terre. Le tueur ne s'arrête pas là. Il s'acharne sur elle, la frappe encore et encore, 18 fois de plus. Les coups sont concentrés sur la tête. Un déchaînement de violence qui suggère une rage personnelle et intense. Le sang gicle sur le lit et sur les murs. Mais le corps d'Abby, tombé vers l'avant, protège en partie les vêtements de l'agresseur. Une fois le meurtre commis, le tueur laisse le corps sur place et redescend. Pendant ce temps, Lizzie, selon ses propres dires, est au rez-de-chaussée, lisant un magazine ou repassant des mouchoirs. Bridget Sullivan, elle, vomit dans le jardin, toujours malade, avant de commencer à nettoyer les fenêtres extérieures. Vers 10h40, Andrew Borden rentre chez lui. Il tente d'ouvrir la porte d'entrée avec la clé, mais elle est bloquée de l'intérieur. Il frappe. Bridget, qui est en train de nettoyer les vitres du salon, entend les coups. Elle va pour ouvrir, mais a du mal avec le peigne. Elle dira plus tard avoir entendu Lizzie rire depuis le haut de l'escalier principal. Un rire qui, rétrospectivement, semblait macabre. Bridget finit par ouvrir à son patron. Andrew entre et lui demande où est sa femme. C'est là que Lizzie intervient. Elle descend de sa chambre et s'adresse à son père. Il lui demande si Abby est là. Lizzie répond simplement « Je ne sais pas ». Elle a reçu un mot pour aller voir quelqu'un de malade. Cette information se révélera être un mensonge. Aucun mot n'a jamais été retrouvé. Andrew, fatigué et ne se sentant pas bien, décide de s'allonger sur le canapé du salon pour faire une sieste. Il retire alors son manteau, le pose sur une chaise. Bridget retourne à ses tâches, montant dans sa chambre au 3e étage pour se reposer un peu. Lizzie reste alors au rez-de-chaussée. C'est le calme avant la seconde tempête. Il est environ 11h10. Andrew Borden dort sur le canapé. Il est complètement vulnérable. Le tueur s'approche, la hache à la main. Le premier coup est porté directement au visage, juste au-dessus de l'œil. C'est un coup d'une brutalité extrême qui le tue probablement sur le coup. Mais comme pour Abby, le tueur ne s'arrête pas là. 10 autres coups pleuvent sur le visage d'Andrew, le défigurant complètement et broyant les os de son crâne. Le sang jaillit, éclaboussant le mur derrière le canapé et un portrait accroché au-dessus. L'acte est d'une rapidité et d'une fureur sidérantes. Quelques instants plus tard, Lizzie appelle Bridget. « Maggie, viens vite! Papa est mort !» Le double meurtre est alors accompli. L'enquête démarre dans le chaos total. La maison est rapidement envahie par des voisins, la police, les médecins et les curieux, contaminant la scène de crime avant même que les procédures de base ne soient mises en place. Le marshal Hilliard et ses hommes tentent de mettre de l'ordre. Leur première mission est de trouver l'arme du crime. Une fouille minutieuse de la maison et du jardin est lancée. Dans la cave, les policiers découvrent plusieurs haches.
L'une d'elles attire particulièrement leur attention. C'est une tête de hache dont le manche a été fraîchement cassé. La tête elle-même semble avoir été nettoyée et roulée dans des cendres, comme pour dissimuler des traces de sang. Pour la police, c'est une piste sérieuse. Le manche cassé pourrait avoir été détruit pour faire disparaître les éclaboussures de sang. Mais rien ne prouve formellement que c'est l'arme du crime. Les soupçons se tournent alors immédiatement vers les occupants de la maison. John Morse, l'oncle, est rapidement interrogé. Il a un alibi solide. Au moment des meurtres, il était de l'autre côté de la ville, en train de rendre visite à d'autres parents qui confirmeront sa présence. Il est alors écarté. Bridget Sullivan, la domestique, est également interrogée. Elle était dans sa chambre au 3e étage au moment du meurtre d'Andrew. Son état de choc et son comportement semblent authentiques. Elle n'a aucun mobile apparent. Reste Lizzie. Son comportement est ce qui intrigue le plus les enquêteurs. Elle est remarquablement calme, presque léthargique. Elle répond à leurs questions de manière vague et souvent contradictoire. Commence alors son premier interrogatoire informel, mené dans la salle à manger, alors que le corps de son père gît encore à quelques mètres. L'officier de police, Philip Harrington, la questionne. « Miss Borden, où étiez-vous lorsque votre père a été tué ?»« J'étais dans le grenier de la grange. Je cherchais du plomb pour fabriquer des plans de pêche. Combien de temps y êtes-vous resté ? » ?»« Environ 20 minutes, peut-être une demi-heure. » L'alibi semble étrange. Aller chercher du plomb dans un grenier étouffant par une chaude journée d'août, les enquêteurs sont sceptiques. De plus, lorsqu'ils inspectent le grenier de la grange plus tard, ils n'y trouvent aucune trace de pas fraîche dans la poussière épaisse, ce qui contredit son histoire. Le rapport d'autopsie, mené par le docteur Dolan, apporte des éléments cruciaux. L'analyse du contenu de l'estomac des victimes confirme que Abby a été tuée bien avant Andrew, probablement 1h30 plus tôt. Cela détruit l'hypothèse d'un cambrioleur qui aurait surpris Abby, puis attendu le retour d'Andrew. Pourquoi un intrus attendrait-il si longtemps au risque d'être découvert ? Ça n'a aucun sens. Cette chronologie pointe vers quelqu'un qui était présent dans la maison pendant tout ce temps. Quelqu'un comme Lizzie. Puis, un autre événement capital survient quelques jours après les meurtres. Le dimanche 7 août, Alice Russell, l'amie de Lizzie, séjourne à la maison pour la soutenir. Ce matin-là, dans la cuisine, elle voit Lizzie tenir une robe bleu foncé et s'approche du poêle. Alice lui demande « Lizzie, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je vais brûler cette vieille robe, » répond Lizzie. Elle est couverte de peinture. Alice tente de la dissuader, lui disant que ce n'est pas le meilleur moment pour faire ça, avec la police qui enquête sur tout. Mais Lizzie ignore alors ses conseils et jette la robe dans le feu. Cet acte pour la police équivaut presque à un aveu. Pourquoi brûler une robe juste après un double meurtre sanglant, sous prétexte d'une tache de peinture ? N'aurait-elle pas plutôt cherché à détruire une preuve capitale ? L'incohérence de ces déclarations et l'incident de la robe brûlée conduisent les autorités à convoquer Lizzie pour une enquête formelle. Un inquest qui se tient le 9 et 10 août. C'est l'équivalent d'un interrogatoire sous serment devant un juge. C'est là que sa situation va basculer. Face au procureur du district, Osea Knowlton, Lizzie s'emprête dans ses contradictions. Ses réponses sont confuses, évasives, et elle prétend souffrir de perte de mémoire. L'échange est alors tendu. Knowlton la pousse dans ses retranchements. « Miss Borden, avez-vous dit avoir entendu votre père rentrer ? Avez-vous parlé avec lui ? Je crois, je ne suis pas sûr. Mais n'êtes-vous pas sûr d'avoir parlé à votre père quelques minutes avant sa mort ? » Tout est si confus, Knowlton insiste sur la chronologie du matin. « Vous dites que votre belle-mère a reçu un mot. L'avez-vous vu ? Non, dit-elle. Qui l'a apporté ? Je ne sais pas. Et où est ce mot maintenant ? Je ne sais pas non plus. Le procureur revient sur son alibi dans la grange. Vous êtes allé dans le grenier. Avez-vous entendu des bruits inhabituels venant de la maison ? Un cri ? Une lutte ? Non, rien du tout. Votre père a été assassiné, avec une brutalité extrême à quelques mètres de là, et vous n'avez strictement rien entendu ? Non, monsieur, je n'ai rien entendu. Ces déclarations sont jugées si peu crédibles qu'à la fin de l'enquête, le 11 août 1892, le juge Blaisdell annonce sa décision. Il déclare avoir des raisons probables de croire que Lizzie Borden a commis les meurtres. Un mandat d'arrêt est alors émis. Le marshal Hilliard se présente alors à la maison du 92 Second Street. Il trouve Lizzie dans sa chambre. « Miss Borden, j'ai un mandat pour votre arrestation. » Elle ne montre aucune émotion particulière, comme si elle s'y attendait. Elle est emmenée à la prison de Taunton pour y attendre son procès. L'arrestation d'une femme de bonne société, une paroissienne assidue, pour un meurtre sauvage de son père et de sa fille,
et de sa belle-mère crée une onde de choc à travers tous les États-Unis. La presse s'empare alors de l'affaire, la divisant en deux camps. Ceux qui la croient coupable et ceux qui la voient comme une victime innocente. Le procès de Lizzie Borden s'ouvre en juin 1893 à New Bedford. C'est l'événement médiatique de l'année. La salle d'audience est complètement pleine. Lizzie est défendue par un avocat de renom, George Robinson, ancien gouverneur du Massachusetts. Dès le début, la défense remporte une victoire décisive. Le juge Dewey, qui préside le procès, déclare le témoignage de Lizzie lors d'une enquête formelle irrecevable. Il estime qu'elle n'avait pas été correctement informée de ses droits et qu'elle était sous l'effet de la morphine qui lui avait été prescrite pour calmer ses nerfs. C'est un coup dur pour l'accusation, qui comptait énormément sur les contradictions de Lizzie pour prouver sa culpabilité. L'accusation menée par Ossiak Knowlton présente alors ses preuves circonstancielles. Il y a la tentative d'achat de poison la veille des meurtres, le témoignage d'Alice Russell sur la robe brûlée et la tête de la hache découverte dans la cave. Mais pour chaque point, la défense a une contre-argumentation. Le poison, ils font valoir que Lizzie voulait simplement nettoyer un vêtement, une explication plausible. Pour la robe brûlée, ils minimisent l'incident, affirmant qu'il s'agissait d'une vieille robe sans aucune importance. Pour la hache, ils démontrent qu'aucune trace de sang n'a pu y être formellement identifiée et que rien ne la relie directement à Lizzie. L'un des moments les plus spectaculaires du procès survient lorsque l'accusation présente les crânes des victimes comme preuve. À la vue des crânes fracassés de son père et de sa belle-mère, Lizzie s'évanouit, renforçant auprès du jury, composé exclusivement d'hommes, l'image d'une femme fragile et sensible, incapable d'une telle barbarie. Lizzie Borden, sur les conseils de son avocat, ne témoignera pas à son propre procès. C'est une stratégie risquée, mais qui s'avère payante. Son silence l'empêche de se contredire à nouveau. George Robinson, dans sa plaidoirie finale, livre une performance malheureusement magistrale. Il dépeint Lizzie comme une bonne chrétienne, une fille aimante, victime d'une enquête bâclée et de préjugés. Il attaque l'absence de preuves directes. Pas de sang sur Lizzie, pas d'armes de crime formellement identifiées, pas de témoins oculaires. Il pose une question simple au jury. Pour la déclarer coupable, vous devez croire qu'elle a commis ces actes, puis qu'elle a eu le sang-froid de nettoyer l'arme, de cacher ou nettoyer ses vêtements et de se comporter normalement. Tout cela en l'espace de quelques minutes. Est-ce réellement crédible ? Le 20 juin 1893, après seulement 90 minutes de délibération, le jury rend son verdict. Le greffier demande au président du jury, sur le premier chef d'accusation de meurtre d'Alby Borden, quel est votre verdict ? Non coupable, votre honneur. Un murmure parcourt la salle. Sur le second chef d'accusation, le meurtre d'Andrew Borden, quel est votre verdict ? Non coupable, votre honneur. Lizzie Borden s'effondre en larmes, libérée. Elle est une femme libre, acquittée par la justice. Lizzie Borden ne sera jamais acquittée par l'opinion publique. Avec sa sœur Emma, elle hérite de la considérable fortune de leur père. Elle quitte la maison du 92 Second Street et achète une grande et luxueuse demeure dans le quartier chic de Fall River qu'elle baptise Maplecroft. Mais l'argent ne peut pas acheter l'acceptation sociale. Lizzie est ostracisée par la haute société de la ville. Les gens changent de trottoir pour l'éviter. Les enfants chantent une comptine morbide sur son passage. En 1905, les deux sœurs se brouillent définitivement. Et Emma quitte la maison pour ne plus jamais revoir Lizzie. Lizzie Borden vivra le reste de sa vie à Maplecroft, seule et isolée, jusqu'à sa mort en 1927, à l'âge de 66 ans. Le mystère de sa culpabilité ou de son innocence l'a suivi jusqu'à sa tombe. Pour moi, bien que les preuves directes manquent, l'ensemble des preuves circonstancielles pointent massivement vers une seule personne. L'explication la plus plausible reste celle de la rage accumulée pendant des années contre une vie étouffante et une belle-mère détestée. Une rage qui a explosé ce matin d'août. Le détail qui me glace le sang, c'est ce calme après la double tempête. Tuer deux personnes à la hache de manière aussi frénétique, puis répondre aux questions de la police avec un aplomb quasi clinique, seulement quelques minutes plus tard, c'est soit la marque d'une innocence totale ou d'un choc traumatique, soit celle d'une dissociation psychologique terrifiante. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Lizzie Borden, coupable incontestable qui a réussi le crime parfait, ou victime d'une erreur judiciaire et d'une opinion publique impitoyable ? Dites-le moi en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, et à très vite pour une nouvelle affaire.